En avril 1915, une guerre qui fait rage depuis plus de 8 mois est devenue la plus meurtrière de l'histoire. Les Allemands ont rapidement conquis le nord de la France, et les Français peinent à éviter une défaite totale. La situation est donc critique. Après une nouvelle victoire, les Allemands parcourent le champ de bataille et abattent tous les survivants qui pourraient encore se cacher. Gabriel se réveille et commence à ramper sur les corps de ses camarades pour s'échapper. Lorsque les Allemands passent à côté de lui, il fait semblant d'être mort. Soudain, le corps d'un soldat allemand bouge et tente de l'attaquer, mais Gabriel se défend rapidement et le tue avec sa propre lame. Au même moment, les Allemands le remarquent en train de bouger, ce qui le force à s'enfuir. Les explosions le projettent plusieurs fois au sol, mais Gabriel ne cesse jamais d'avancer. Malheureusement, alors qu'il est sur le point d'atteindre son camp, il marche sur un piège, et une grenade explose sous lui. Pendant ce temps, dans un club de la banlieue parisienne, le baron rencontre Grubé pour discuter d'un travail. Grubé a payé le baron pour retrouver un laboratoire secret, mais sans résultat jusqu'à présent. Le baron l'assure que son agent s'en occupe, tout en voulant savoir pourquoi ce laboratoire est si important. Grubé, furieux, refuse de lui donner plus de détails et lui accorde 24 heures pour accomplir la mission. À l'hôpital militaire, Gabriel est encore en vie, mais à peine. Un médecin lui annonce que sa femme est venue le voir. Cependant, Gabriel refuse qu'elle le voie dans cet état. Le docteur lui remet une photo de famille que sa femme a laissée, et Gabriel, rongé par la culpabilité, essaie d'apercevoir sa femme par la fenêtre, mais il chute en tentant. Le soir, un groupe de scientifiques mystérieux arrive à l'hôpital, et Gabriel entend le docteur se disputer avec eux. Marthe administre une injection à un patient dont le corps se met à trembler pendant plusieurs minutes avant de s'effondrer. Ensuite, Gabriel reçoit la même injection, ses yeux deviennent noirs et il s'évanouit. Les scientifiques concluent qu'il est compatible et l'emmènent. Bientôt, Gabriel et un autre patient arrivent dans le laboratoire secret des Grands Moulins de Paris. Les scientifiques assurent à Gabriel qu'ils vont le réparer et informer sa femme de l'endroit où il se trouve. Au club, la foule observe un député ouvrir une boîte contenant un pistolet. Il refuse de le prendre, alors Gisèle commence à lui parler directement dans l'esprit pour le forcer. Elle lui demande s'il mourrait par amour et contrôle sa main pour qu'il place le revolver contre sa tête. Après un compte à rebours, elle le force à appuyer sur la détente, mais rien ne se passe. Gisèle l'embrasse alors et ouvre la bouche pour révéler une balle, impressionnant le public avec son numéro de magie. Après le spectacle, le baron s'entretient avec Gisèle et lui demande d'obtenir les informations nécessaires auprès du technicien du laboratoire. Gisèle n'est pas ravie de cette mission, mais accepte d'accélérer le processus après que le baron lui rend sa clé. Au milieu de la nuit, Gabriel se réveille en entendant des cris. Il utilise des outils chirurgicaux pour forcer la serrure et quitte sa chambre, se déplaçant prudemment pour ne pas être vu. Entendant des gardes approcher, il entre dans une pièce au hasard et découvre le corps de l'autre patient, le visage couvert de sang et les veines noires. Choqué, Gabriel s'effondre, et les scientifiques le retrouvent. Le lendemain matin, Gisèle prend une photo d'un technicien du laboratoire et commence à utiliser ses pouvoirs, ses yeux devenant noirs. Elle le fait marcher dans le laboratoire et observer un plan du bâtiment qu'elle recopie rapidement. Elle copie également des informations dans des documents. Quand elle tente d'entrer dans une autre pièce, un collègue l'en empêche, car le technicien n'a pas les autorisations nécessaires. Gisèle le fait s'excuser, puis met fin au sort. Plus tard, le baron vérifie les informations qu'elle a obtenues et les envoie à Grubé. La fois suivante où Gabriel se réveille, il reçoit la visite du colonel Miraut, directeur du laboratoire. Celui-ci lui explique qu'ils ont essayé de sauver l'autre patient, mais qu'il n'a pas supporté le traitement. Le laboratoire travaille sur un sérum aux propriétés uniques qui pourrait guérir complètement Gabriel, mais il doit choisir entre prendre le risque ou rentrer chez lui défiguré. Si le sérum agit correctement, son corps sera amélioré, et il rejoindra une unité d'élite appelée les Sentinelles. Gabriel accepte de subir la procédure, il est donc emmené dans une autre salle où son corps est attaché à une table. On lui injecte le sérum, ses veines deviennent noires, et il commence à convulser. Les scientifiques perdent espoir et se préparent à l'abattre pour abréger ses souffrances. Mais à ce moment-là, les convulsions cessent, et il remarque que son cœur s'est arrêté. Soudain, une équipe de soldats allemands dirigée par Grubé fait irruption dans le bâtiment et commence à massacrer les scientifiques à coups de fusil et de lance-flammes. Miraut ordonne à ses hommes de récupérer tous les documents importants sur le sérum et d'évacuer immédiatement. Puis il sort un livre intitulé Projet Atlas du coffre-fort. Un garde tente de riposter, alors Grubé attrape un scientifique pour s'en servir de bouclier et abat le garde. Grubé retrouve également le technicien du laboratoire qui avait servi à la fuite d'informations et le tue. Les Allemands fouillent tous les bureaux et les tiroirs, mais ne trouvent aucun document lié au sérum. Un soldat découvre les deux principaux scientifiques derrière la formule et les brûle vifs avec un lance-flamme. Pendant ce temps, Marthe se cache sous la table de Gabriel. Un soldat allemand entre et poignarde le corps, juste pour s'assurer qu'il est mort. Soudain, Gabriel se réveille, les yeux noirs, et saisit le soldat par le cou, l'étranglant jusqu'à ce qu'il meure. Bientôt, d'autres soldats arrivent, mais la table est vide. Gabriel surgit derrière eux, et lorsqu'un soldat tente de le frapper, il le domine facilement. Les autres parviennent à lui tirer dessus à plusieurs reprises, mais cela ne le ralentit pas. Il les écrase tous grâce à ses réflexes accrus et sa force surhumaine, brisant même des colonnes et des meubles. Lorsque tous les ennemis sont à terre, Marthe s'approche prudemment, mais Gabriel la saisit elle aussi par le cou. Heureusement, il reprend ses esprits à temps et la relâche. Quelques heures plus tard, les Allemands sont partis, et Miraut réalise que tout le projet a été détruit. Gabriel est inconscient mais stable. Pourtant, Miraut envoie un messager informer l'épouse de Gabriel, Irène, qu'il est décédé. Dans ses rêves, Gabriel voit un mystérieux soldat allemand qui se retourne et lui demande « Qui es-tu » Il se réveille ensuite à nouveau, les yeux noirs.
Dans un fort en Allemagne, ce mystérieux soldat est informé des résultats de la mission. Quand on lui annonce qu'il existe un nouveau sentinelle, il répond qu'il a déjà senti sa présence. Quelque temps plus tard, Miro discute avec un général de l'armée, qui confirme qu'il y a eu une taupe dans le projet. Leurs services ont intercepté un message allemand mentionnant le nom Grubé. Les sentinelles doivent donc se préparer à le retrouver. Pendant ce temps, Marthe examine les blessures de Gabriel et remarque à quelle vitesse elles guérissent. Il dit ne ressentir aucune douleur et ne se souvient pas vraiment de l'attaque, avant de s'excuser. Marthe lui assure que c'est un effet secondaire courant du sérum et prélève un échantillon de son sang. En regardant ses tatouages, elle comprend qu'il a déjà fait de la prison. Lorsque Gabriel est presque complètement rétabli, Miro annonce qu'il sera transféré au camp des sentinelles. Gabriel souhaite voir sa famille avant de partir, mais Miro lui explique que sa femme croit qu'il est mort. Le projet Sentinelle est secret, et les civils ne peuvent rien savoir. Une fois la guerre terminée, il pourra les revoir. Gabriel, furieux, proteste, mais Miro lui rappelle que les Allemands pourraient mettre sa famille en danger et que rompre le secret ferait de lui un déserteur. Dans le laboratoire, Marthe effectue des tests sur le sang de Gabriel et découvre que ses cellules absorbent le sérum, alors que normalement le corps est censé l'évacuer toutes les quelques heures. Elle appelle Miro et lui fait part de l'anomalie, affirmant que Gabriel ne devrait pas encore partir en mission. Au même moment, le capitaine Bonafont arrive pour mener une enquête susceptible de révéler la taupe. Il interroge tout le personnel et pose des questions sur le projet Atlas. En ville, Jazelle reçoit la visite de son amant secret, Louisie. Il veut qu'ils s'enfuient ensemble, mais elle a peur d'échapper au contrôle du baron. Un voisin entend un homme dans la chambre de Jazelle, et la vérité éclate. Au club, le baron, furieux, menace Louis d'une lame pour avoir touché à une femme qu'il considère comme sienne. Il lui ordonne de quitter la ville et de ne plus jamais contacter Gisèle. Plus tard, le baron rencontre Grubé et lui remet une ambulance française ainsi que de faux papiers pour franchir les points de contrôle militaire. Pendant ce temps, Irène est désespérée, on lui interdit de voir le corps de son mari, et le personnel de l'hôpital militaire refuse de répondre à ses appels. En tant que journaliste, elle devrait pouvoir obtenir un laissez-passer pour visiter l'établissement, mais son patron refuse de le signer. Après les heures de travail, Irène s'introduit dans le bureau de son supérieur et utilise son tampon pour falsifier le laissez-passer. Au camp des sentinelles, Gabriel rencontre ses nouveaux coéquipiers et fait le tour des lieux. Le sergent Bazac n'est pas impressionné par lui et le met en garde contre les dangers du sérum. En privé, Bazac souffre d'une douleur insupportable dans les mains. Ensuite, Gabriel est conduit à l'armurerie, où il découvre que les sentinelles portent une armure spéciale couvrant tout le corps. Le casque possède même un compartiment conçu pour insérer du sérum qu'ils inhalent pendant les combats. Peu après, les sentinelles reçoivent des informations sur les prochains déplacements de Grubé et reçoivent l'ordre de le capturer vivant pour l'interroger. L'équipe se rend dans une zone boisée et enfile ses masques, qu'ils remplissent du sérum. Gabriel ressent un vertige pendant un instant, mais il se remet vite. À un aéroport privé, Grubé monte à bord d'un Zeppelin en direction de Berlin. Une sentinelle s'infiltre discrètement par le plafond et jette une chaîne sur un garde, le pendant aussitôt pour le tuer. Les autres gardes ouvrent le feu, offrant ainsi une diversion à un tireur d'élite sentinelle qui les abat d'une balle dans la tête. Une autre sentinelle entre dans le Zeppelin et commence à éliminer les gardes pendant que Grubé s'enfuit. À l'extérieur, alors que Grubé s'apprête à monter dans un avion, Gabriel le rattrape et le plaque au sol. Il commence à le battre sauvagement tandis que le sérum trouble son esprit et le rend de plus en plus agressif. Gabriel lui brise le bras avant de le projeter contre des caisses. Saisi par une violente migraine, il tente de tuer Grubé, obligeant une autre sentinelle à intervenir. Un combat éclate entre coéquipiers, mais Gabriel est si fort que plusieurs sentinelles doivent s'unir pour le maîtriser. Cela finit par le calmer, et Grubé est capturé. Sur le chemin du retour, Gabriel entend une voix murmurer son nom. Soudain, il a des visions du mystérieux soldat combattant sur le champ de bataille. L'homme se retourne brusquement et lui dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Plus tard, Gabriel rêve que ce soldat attaque un camp français. À son réveil, ses yeux sont noirs. Ce jour-là, Marthe vient à la base des sentinelles pour vérifier la santé de chacun. Les résultats de Bizac ne sont pas bons, mais il prétend aller bien. Lorsque vient le tour de Gabriel, ses tests physiques sont parfaits, mais il avoue entendre des voix et avoir des visions. Marthe lui révèle qu'elle a enquêté sur sa famille et lui apprend que son père est mort. Gabriel se réjouit, car enfant, il avait vu son père assassiner sa mère sous ses yeux. Marthe pense que la colère refoulée de Gabriel est peut-être à l'origine de ses pertes de contrôle actuelles. Plus tard, Marthe fait un rapport à Miro et lui demande s'il a déjà entendu parler du sérum provoquant des visions. Miro nie trop rapidement, bien que Marthe se souvienne que certains scientifiques aujourd'hui morts l'avaient déjà évoqué. Ensuite, Miro interroge Grubé, qui refuse de parler. Son assistant commence à le torturer pour obtenir des informations, mais Grubé est entraîné à résister à la douleur. Il se contente de dire à Miro de vérifier les lignes de front. L'interrogatoire est interrompu par Bonafont, qui annonce que Grubé relève désormais de la juridiction de la police et qu'il est son prisonnier. Au club, Gisèle confronte le baron à propos de Louis. Le baron jure que Louis est parti parce qu'il a trouvé un meilleur travail, mais Gisèle ne le croit pas. Sa colère fait vaciller les lumières et trembler les objets autour d'elle. Ses yeux deviennent noirs et un verre explose. Gisèle reproche au baron de vouloir contrôler sa vie puis s'en va. Le soir, les sentinelles organisent une petite fête pour évacuer le stress. Gabriel, cependant, ressent encore des vertiges et entend les voix. Des visions du super soldat massacrant brutalement des combattants français envahissent son esprit, et il serre le lavabo si fort qu'il le fissure. Lorsqu'il revient à la fête, il découvre que les autres sentinelles fument des résidus de sérum, moins puissants.
Gabriel quitte discrètement le bâtiment et prend une moto, décidé à aller voir sa famille, mais ses camarades l'en empêchent pour éviter qu'il ne se mette en danger. Pendant que Bonnafont prépare un appareil spécial pour interroger Grubé, le baron apprend la capture de ce dernier. Il se précipite chez Jazelle et la supplie d'empêcher Grubé de révéler leur nom. Grubé confie à Bonnafont que sa taupe possède un bar en périphérie, mais que personne ne connaît son vrai nom. Avant qu'il n'en dise davantage, Gisèle le tue avec ses pouvoirs. Ce contact direct avec la mort la bouleverse profondément. Plus tard, alors qu'elle essaie de se ressaisir, la domestique vient s'enquérir d'elle, ce qui irrite Gisèle au point qu'elle manque de la tuer avant de la relâcher in extremis. En repensant aux paroles de Grubé, Miro ordonne à Aden d'enquêter sur les lignes de front. Il découvre qu'aucune nouvelle n'a été reçue de la 105e unité, alors il envoie les sentinelles. Une fois sur place, il trouve tous les soldats français morts de façon atroce, certains décapités, d'autres mutilés ou pendus au mur. Pris d'un mal de tête, Gabriel a des visions du mystérieux soldat massacrant tous les hommes du camp. À l'intérieur d'un bâtiment, les sentinelles découvrent un survivant qui leur explique qu'il a été contrôlé mentalement par un ennemi. Les soldats ont tenté de lui tirer dessus, mais les balles n'ont eu aucun effet. Il affirme que cet homme mystérieux possédait une force incroyable et une armure métallique semblable à celle des sentinelles. La voix dans la tête de Gabriel lui murmure qu'il appartient à la race des titans et qu'il le rejoindra bientôt. À l'hôpital militaire, Irène demande des nouvelles de son mari, et le médecin l'assure qu'il n'a pas souffert. Lorsqu'elle exige de voir le corps, on l'ignore. Plus tard, chez elle, une infirmière lui rend visite et lui révèle que le médecin lui a menti, mentionnant le nom de Miro. Le patron d'Irène veut la renvoyer pour avoir falsifié son laissez-passer, mais elle le convainc que son courage pourrait apporter des reportages plus risqués et plus vendeurs au journal. Quelque temps plus tard, Miro transmet de nouvelles informations à ses supérieurs dans l'armée. Des photographies ont été obtenues confirmant la présence du mystérieux soldat allemand dans les tranchées. Il est si fort qu'il attaque seul. Ils doivent l'arrêter avant de perdre la guerre. On envoie donc les sentinelles à sa poursuite. Au bureau, Bonnafont parle à Miro du rapport d'autopsie de Grubé, expliquant que son cœur semble avoir été écrasé. Bonnafont est frustré car aucun scientifique ne veut partager d'informations et tous les dossiers de l'année 1905 ont disparu. Miro, lui aussi, refuse de répondre à ces questions. Pendant ce temps, Marthe rencontre un jeune soldat à qui l'on vient de retirer une balle du poumon et qui s'est porté volontaire pour le programme. Attaché à une table, il reçoit l'injection, son corps se met rapidement à convulser, puis du sang jaillit de sa bouche. Marthe n'a pas d'autre choix que de lui tirer une balle dans la tête pour abréger ses souffrances. Au club, le baron apprend que la police effectue des descentes dans les faubourgs et pose des questions sur Grubé. Il rassure ses employés en affirmant qu'il maîtrise la situation et promet de ne plus travailler avec les Allemands. En secret, Louis retrouve Gisèle et lui montre de faux papiers qu'il a obtenus, lui demandant d'être prête à partir dans une heure. Dans les tranchées de la forêt de Cadre, les sentinelles rencontrent quelques soldats français bloqués là depuis longtemps, sans nouvelles de la base. Les sentinelles demandent la direction d'une usine de la région, mais les soldats les avertissent de ne pas s'y rendre, car un démon assoiffé de sang y tuerait quiconque s'approche trop près. Après avoir expliqué qu'ils sont venus éliminer ce démon et pris un court repos, les sentinelles reprennent leur route. Finalement, le groupe atteint une usine abandonnée et découvre des corps pendus un peu partout. Soudain, le super soldat ouvre le feu depuis l'ombre. Les sentinelles se mettent à couvert et ripostent. La fusillade dure plusieurs minutes, et l'équipe décide de se séparer, certaines sentinelles gardent l'ennemi occupé, tandis que les autres tentent de le contourner. Malheureusement, leur adversaire les repère et leur tire dessus également. Rapidement, tout le sérum contenu dans le casque provoque l'effondrement de Balzac, qui se met à vomir du sang. Il ordonne à son équipe de continuer sans lui pendant qu'il tente de reprendre ses esprits. Ses mains tremblent, et il doit se frapper pour reprendre le contrôle. Ce retard donne au mystérieux soldat le temps de se cacher. Derrière une grande machine, il trouve un soldat français poignardé mais encore vivant. Soudain, l'ennemi prend le contrôle de son esprit et le force à dégoupiller une grenade. Une énorme explosion secoue le bâtiment, projetant la moitié de l'équipe au sol. En essayant de se relever, Gabriel a une vision du mystérieux soldat s'approchant d'un coéquipier par derrière. Il crie pour le prévenir, mais il est trop loin. L'ennemi attaque la sentinelle, et un combat féroce s'engage. Peu importe les efforts de la sentinelle, le mystérieux soldat est trop puissant et la projette par-dessus la rambarde. Il dégaine ensuite une double lame et la poignarde dans le dos, scène que Gabriel voit dans sa vision. Le mystérieux soldat jette ensuite le corps du haut d'une tour avant de disparaître, et les sentinelles font leurs adieux à leurs camarades mourant dans les bras de Bizac. Plus tard, à la base, la sentinelle tombée au combat reçoit des funérailles dignes, mais les supérieurs refusent encore de prévenir la famille, affirmant que cela sera fait une fois la guerre terminée. Bizac remercie discrètement ses coéquipiers de n'avoir rien dit à leurs supérieurs au sujet de son évanouissement. Pendant ce temps, Miro informe ses supérieurs que le soldat mystérieux possède des pouvoirs de contrôle mental, semblables à ceux observés autrefois dans le projet Atlas. On lui ordonne de garder le secret pour l'instant, car Bonnaf continue de fouiner. Ce dernier essaie actuellement de déchiffrer le code du carnet de Grubé et remarque que la dernière page mentionne une livraison de matériel lié à l'assaut du laboratoire. Il interroge Eden à ce sujet, mais l'homme jure qu'il ne manquait rien après l'attaque. Ensuite, Bonnaf examine de plus près le corps brûlé du principal scientifique et remarque des irrégularités dans sa dentition. Il appelle Miro pour lui annoncer qu'il ne s'agit pas du corps du créateur du sérum, les Allemands l'ont enlevé et ont laissé un autre cadavre pour les tromper. Au club, le baron découvre que Gisèle a disparu avec ses affaires et envoie ses hommes à sa recherche. Peu après, il reçoit un rapport indiquant que toutes les informations fournies par Louis lors de son embauche étaient fausses. Il commence à se demander si tout cela n'était pas un piège destiné à atteindre Gisèle. Pendant ce temps, Louis n'a réussi à obtenir que 2 billets pour un navire partant dans 2 jours, alors il se cache avec Gisèle dans un appartement abandonné.
Il la maintient docile en glissant secrètement un sédatif dans sa boisson. En ville, Irène rencontre un journaliste qui lui raconte une affaire qu'il avait couverte des années auparavant. Un homme aux yeux injectés de sang avait tué des dizaines de personnes dans la rue avant d'être abattu par la police. Le corps avait disparu de la morgue, et le journaliste avait découvert que c'était Miro qui l'avait pris. Il avait ensuite tenté d'enquêter sur Miro, mais à partir de 1905, toute trace de lui avait disparu. Il ne peut donner à Irène que le nom d'un témoin oculaire. Après avoir vu son ami mourir sans que sa famille ne soit prévenue, Gabriel décide de s'enfuir au milieu de la nuit. Il conduit jusqu'à son ancien appartement, récupère une clé cachée et entre discrètement. Ignorant la tante d'Irène endormie sur le canapé, il se rend auprès du berceau pour parler à son enfant. À ce moment-là, Irène rentre chez elle, et Gabriel reste caché pendant qu'elle discute avec sa tante. Lorsqu'elle repart, il la suit à travers la ville, volant un chapeau et un masque à un vagabond endormi pour dissimuler son visage. Irène se rend dans un quartier malfamé et entre dans un bar pour parler au témoin, qui lui décrit le tueur fou. Il possédait une force surnaturelle et des tatouages sur tout le corps. À la fin de l'entretien, Irène tente de partir, mais un homme commence à la harceler. Gabriel intervient immédiatement et le force à s'éloigner. Irène veut lui parler, mais Gabriel quitte rapidement le bar. Alors qu'il traverse la route sous un pont, le harceleur et sa bande l'encerclent et le mettent à terre. En retirant son masque, Gabriel est pris d'un vertige et a une vision du mystérieux soldat. Soudain, il perd le contrôle et se met à frapper les hommes avec une violence inouïe, tuant presque toute la bande. Le harceleur tente de ramper pour fuir, mais Gabriel se souvient de la manière dont le soldat mystérieux avait tué son camarade, et comme s'il était en transe, il reproduit les mêmes gestes pour achever cet homme. Au laboratoire, Marthe effectue des tests lorsqu'elle entend un bruit étrange. Elle saisit son arme et part inspecter, découvrant Gabriel recroquevillé dans un coin. Marthe prélève un échantillon de son sang pendant qu'il lui raconte ce qui s'est passé. Il n'a pas pris de sérum supplémentaire, alors elle se demande si son corps ne commence pas à en produire lui-même. Gabriel refuse de revoir sa famille dans cet état, et Marthe lui promet de l'aider. Chez elle, Irène confie à sa tante qu'elle croit avoir aperçu Gabriel. Puis elle rencontre un contact au gouvernement qui lui fournit les dossiers de soldats correspondant à la description du témoin. Il avoue avoir voulu enquêter sur Miro, mais qu'il a dû abandonner, car prononcer son nom attire des ennuis. Irène apporte les fichiers au témoin, qui reconnaît sur une photo le tueur, bien que le dossier indique qu'il est mort avant l'incident. Au même moment, Miro apprend que la femme de Gabriel fouine un peu trop. Au club, le baron reçoit la visite de Diane, choisie pour remplacer Grubet. Le baron tente de lui expliquer qu'il ne travaille plus pour les Allemands, mais Diane le convainc de reprendre du service en lui promettant de lui ramener Gisèle comme récompense. Sa nouvelle mission consiste à obtenir des informations sur l'homme représenté dans un portrait qu'on lui remet. Dans l'appartement, Gisèle se réveille et panique en découvrant qu'elle est attachée au lit. Louis essaie alors de lui administrer le sédatif directement dans la bouche, mais dès qu'il s'approche, Gisèle tente de prendre le contrôle de son esprit. Le produit la rend trop faible, et elle échoue. Louis la force donc à s'endormir de nouveau. Plus tard, les sentinelles reçoivent une nouvelle mission, ils doivent secourir le scientifique capturé par les Allemands. Les renseignements indiquent qu'il est détenu à 108 km derrière les lignes ennemies et qu'il sera transféré dans 2 jours. L'armée bombardera la zone pour créer une diversion et permettre aux sentinelles de s'infiltrer. Miro dit à Gabriel en privé qu'il est au courant des meurtres, mais que s'il parvient à ramener le scientifique, il sera pardonné. Finalement, les sentinelles atteignent les lignes de front à balles. Malheureusement, on leur apprend que les éclaireurs censés les guider ont été tués et que le capitaine a tenté d'annuler la mission, en vain. Les soldats battent en retraite, alors les sentinelles décident d'entrer seules dans le tunnel. Après l'avoir traversé, elles rejoignent les tranchées, où un soldat les informe que les Allemands ont installé une mitrailleuse à 200 mètres. Les sentinelles commencent à traverser le champ de bataille avec prudence, attendant l'attaque de diversion promise, mais rien ne se passe. Elles n'ont d'autre choix que d'avancer sans couverture. À ce moment-là, un soldat français devenu fou se dresse au milieu du champ et se met à hurler sur les Allemands, obligeant les sentinelles à se cacher tandis que l'ennemi l'abat sans pitié. Ensuite, elle remarque un groupe de soldats allemands et plusieurs mitrailleuses. Une sentinelle tente de les contourner pour les éliminer par derrière, mais elle est repérée, et les Allemands ouvrent à nouveau le feu. Gabriel et ses camarades ripostent et abattent les tireurs pendant que leurs coéquipiers s'occupent de ceux qui se cachent. Une fois le terrain dégagé, ils sifflent pour appeler les autres. Le lendemain matin, 2 soldats allemands arrêtent leur camion en voyant un homme bloquer la route. Soudain, les sentinelles surgissent, les maîtrisent et volent leur véhicule. Pendant ce temps, les hauts gradés de l'armée craignent que Bonafont ne découvre les secrets du projet. Comme le scientifique a déjà été retrouvé, Bonaf est contraint de clore l'enquête et on l'informe qu'il sera transféré sur une autre affaire. Dans un fort à Wolchim, le scientifique français Mazurik reçoit la visite de Maximilien, le chercheur allemand qui tente de recréer le sérum. Maximilien sait que Mazurik préférerait mourir plutôt que d'aider les Allemands, alors il le menace de s'en prendre à sa femme s'il refuse de coopérer. Mazurik n'a pas le choix et accepte d'aider. Maximilien l'emmène alors rencontrer le mystérieux soldat. Il retire enfin son casque en disant à Mazurik qu'il le connaît déjà. Pendant ce temps, les sentinelles se dirigent vers le fort, mais elles trouvent la route bloquée par des soldats allemands. La plupart de l'équipe se cache, tandis que Clermont fait semblant d'être allemand et présente les papiers trouvés dans le camion. Malheureusement, les documents sont périmés, et les Allemands exigent de vérifier l'arrière du véhicule. Les sentinelles n'ont d'autre choix que de sortir et d'ouvrir le feu. Grâce à leurs réflexes surhumains, elles éliminent tous les soldats allemands en quelques secondes, mais Clermont est blessé pendant l'affrontement. À Paris, Irène retrouve son contact, qui lui remet enfin le dossier de Miro. L'obtention du document a été si difficile qu'il lui annonce que c'est leur dernière rencontre. Sur le chemin du retour, Irène est abordée par Étienne, qui la met en garde, si elle continue à enquêter, elle aura des ennuis.
Pendant ce temps, un policier reconnaît le portrait du baron comme étant celui de Gabriel. Le baron achète alors le dossier de Gabriel à la police et le remet à Diane, qui lui promet d'avoir bientôt des nouvelles de Gisèle. Le soir, le baron tente d'utiliser un sort pour localiser Gisèle, mais en vain. C'est alors qu'il apprend que les Allemands l'ont enfin retrouvée. Dans les égouts, Louis est sur le point de livrer Gisèle aux Allemands lorsque le baron et ses gardes arrivent. Ils ouvrent le feu, et les Allemands ripostent avant de s'enfuir. Le baron tire ensuite dans la jambe de Louis et exige des réponses. Louis affirme qu'il s'est contenté d'encaisser l'argent sans connaître aucun nom. Le baron s'apprête à le tuer, mais Gisèle l'en empêche. De retour au club, Gisèle utilise ses pouvoirs pour forcer Louis à se supprimer. Au laboratoire, Marthe pense avoir réalisé une percée avec le sérum, mais elle est interrompue par Miro, qui lui annonce qu'ils ont amené le prochain sujet d'essai. Il s'agit d'Aria, une condamnée à mort pour meurtre. Elle accepte de recevoir le sérum, car c'est sa seule chance de survie. Aria est attachée à une table et injectée, son corps se met à convulser violemment. Les autres scientifiques veulent l'abattre, mais Marthe leur demande d'attendre. Bientôt, le corps cesse de trembler, et à la surprise générale, Aria est toujours en vie. Pendant ce temps, les sentinelles roulent aussi vite que possible, essayant de garder Clermont en vie en lui administrant plus de sérum. Lorsqu'elles aperçoivent une maison au bord de la route, elles y pénètrent et menacent la domestique pour qu'elle ne s'interpose pas. Gabriel fouille les autres pièces par précaution, mais une femme le surprend, déclenchant en lui une réaction violente. Il la saisit par le cou, puis, se souvenant de l'incident avec Marthe, il finit par la relâcher. Ensuite, Bazac tente de retirer la balle de la blessure de Clermont, mais il tremble trop pour y parvenir. La domestique se porte volontaire pour aider et extrait rapidement la balle pendant que les hommes maintiennent Clermont immobile. Quelques heures plus tard, Clermont se sent un peu mieux, mais il est encore trop faible pour se battre. Bizac lui ordonne de rebrousser chemin, tandis que lui et Gabriel poursuivent la mission. Après avoir conduit un moment, le duo abandonne le camion et continue à pied pour éviter d'être repéré. En traversant la forêt, Bazac commence à se sentir étourdi, mais il insiste pour qu'ils avancent. À la tombée de la nuit, ils parviennent enfin à s'approcher du fort et se déplacent prudemment à cause des gardes dans les environs. En arrivant à l'arrière du bâtiment, ils s'étonnent de ne voir aucune surveillance, mais décident d'avancer malgré tout. Grâce à une ouverture dans le plafond, les sentinelles pénètrent à l'intérieur du fort. Malheureusement, le soldat mystérieux et son équipe les attendaient dans le tunnel et les capturent immédiatement. Quelques minutes plus tard, Gabriel, enchaîné, reçoit la visite du super soldat, qui lui explique qu'il faisait autrefois partie du projet Atlas de Miro. Après avoir retiré son casque, l'homme saisit Gabriel par les cheveux et lui révèle qu'ils ont survécu à l'expérience grâce à une anomalie dans leur sang, le sérum n'était qu'un déclencheur. Le super soldat promet de rendre Gabriel encore plus puissant et lui place un masque sur le visage, le faisant hurler de douleur. Gabriel a alors une vision de lui-même abattu par des soldats français, tandis que son ravisseur lui dit que l'armée voudra le tuer quand elle découvrira qui il est vraiment. La vision change, montrant le super soldat lui proposant de s'allier à lui. Peu après, Bazac est amené dans la même cellule et trouve Gabriel effondré au sol. Le super soldat force Gabriel à se relever en affirmant que son humanité le retient. Il met alors une lame dans sa main et lui ordonne de tuer Bazac. Gabriel tombe à genoux en luttant contre le contrôle mental, mais l'emprise de l'ennemi est trop forte, et il finit par plaquer son ami au sol. Bazac tente de lui parler pour le ramener à la raison, et soudain Gabriel se fige. Il a la vision de sa femme derrière lui, l'appelant par son prénom. Dans un cri, il lâche la lame sans blesser Bazac. Au laboratoire, Aria utilise sa nouvelle force pour se libérer de la table et tue plusieurs scientifiques. Les gardes essaient de l'arrêter dans le couloir, mais elle les élimine facilement grâce à des réflexes surhumains. D'autres soldats arrivent pour la combattre, mais Marthe les empêche de tirer. Elle s'adresse à Aria avec douceur et parvient à la calmer. Plus tard, Miro, impressionné par les résultats d'Aria, accepte, sur les conseils de Marthe, de lui donner accès au dossier du projet Atlas. Elle découvre alors avec horreur qu'au début, des centaines de soldats non volontaires ont été tués pendant les expériences. Quand un message urgent arrive au fort depuis Berlin, Bazac est confié à un soldat chargé de le conduire jusqu'à la frontière. À sa grande surprise, ce soldat n'est autre que Clermont, infiltré sous couverture. Dans la cellule de Gabriel, Clermont lui met le casque et le libère. Le groupe s'infiltre dans un tunnel, neutralise quelques gardes et demande où se trouve Mazurik. Un soldat leur indique la direction, et les sentinelles continuent à avancer, abattant les ennemis sur leur passage. Ils finissent par retrouver Mazurik dans sa cellule et le libèrent, mais d'autres Allemands arrivent aussitôt pour les stopper. L'alarme retentit dans le fort et le super soldat entend les coups de feu. Une bombe explose dans le tunnel, sans toutefois ralentir les sentinelles, qui continuent leur progression. Un soldat parvient à maîtriser Mazurik, mais Clermont l'abat immédiatement et sauve le scientifique. Le combat se poursuit dans les escaliers jusqu'à l'extérieur, où les attendent encore plus de soldats. Une fois leurs munitions épuisées, les sentinelles engagent un combat au corps à corps, arrachant les armes de leurs adversaires. La plupart d'entre eux atteignent le camion, mais Gabriel est resté en arrière. Il lance une grenade pour distraire ses ennemis avant de sauter à l'arrière du véhicule et de s'enfuir enfin. De retour sur le champ de bataille, le groupe quitte le camion et continue à pied. Gabriel entend encore la voix du super soldat et prévient ses amis qu'il est là. Il décide que Clermont et Mazurik continueront d'avancer tandis que Gabriel et Bazac resteront pour combattre. Soudain, des flammes surgissent tout près, révélant la présence du super soldat. Le duo enfile ses casques et les remplit de sérum avant de bondir pour engager le combat. Les trois hommes montrent toute leur puissance, frappant avec une force colossale. Cependant, Bazac ne parvient pas à suivre et tombe rapidement. Gabriel continue, réussissant même à dominer le super soldat, qui utilise alors ses pouvoirs pour envahir son esprit de vision où ses amis meurent.
Alors que Gabriel s'effondre, Bazak revient à la charge. Le super soldat le capture aussitôt, mais Bazak déclenche une mine, et l'explosion les projette tous deux. Malheureusement, Bazak perd un bras dans l'explosion. Le super soldat écrase sa blessure et s'apprête à l'achever, mais à ce moment précis, Gabriel parvient à prendre le contrôle de son esprit. Après un combat mental acharné, il le domine et le poignarde au cou. Bazak l'aide à se relever et, ensemble, ils le décapitent. Le groupe regagne la base sain et sauf, et Bazak félicite Gabriel d'avoir enfin maîtrisé ses pouvoirs. Il lui dit que plus personne n'osera désormais s'en prendre à lui et qu'il pourrait peut-être retrouver sa famille. Voyant une occasion, Gabriel s'éclipse à nouveau. Pendant ce temps, Marthe rencontre secrètement Bonafont. Épuisée par les expériences inhumaines de Miro, elle accepte de l'aider à le capturer. À Paris, Édienne entre dans l'appartement d'Irène et la trouve gisant au sol, baignant dans son sang. Les hommes du baron sont déjà passés par là, ils ont enlevé le bébé, désormais livré à Diane. Quand Gabriel rentre enfin chez lui, il découvre le corps sans vie d'Irène sur le sol.